Bonsoir tout le monde, c'est Phénotix Evolution, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un live sur la République offre-t-elle une immunité politique par rapport à ces affaires de pédocriminalité? N'hésitez pas à partager autour de vous, à liker et puis à commenter. Je vais attendre que quelques personnes soient présentes pour vous saluer avant de commencer le live. Donc bonsoir à toi la dictature en marche. On a le quintet en effet. Bourré mais lucide, bonsoir. C'est ça. Je vais encore en parler, mais je vais revenir sur certaines affaires qui sont déjà connues et sur une affaire qui est connue par certains, mais par peu de monde, qui est en relation en fait avec les membres de l'ONU. Donc, le titre, La République offre-t-elle une immunité politique? C'est en fait en lien avec l'ONU offre l'immunité diplomatique. D'accord? C'est un lien pour ceux qui ont compris le clin d'œil. Bonsoir à toi Jean-Franc, bonsoir à toi Jonathan et tous ceux qui vont du coup arriver entre-temps. Donc n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Nous avons donc, à l'affiche, 6 personnes, plus ou moins, dans la politique, mais qui sont quand même liées. Donc on a Jacques Lang, on a Olivier Duhamel, on a Frédéric Mitterrand, on a Gabriel Matzneff, on a Daniel Cohn-Bendit et on a Pierre, Bélanger. D'accord? Donc alerte enlèvement. Alerte enlèvement, c'est un dispositif en fait qui vient des États-Unis, plus précisément même du Canada. Le dispositif alerte enlèvement est régulièrement déclenché. Il a déjà permis d'éviter nombre de drames. Comment fonctionne-t-il? Quand a-t-il été créé? Etc. L'alerte enlèvement a été créée en France en 2006 par le gouvernement de Dominique de Villepin sur une idée de Pierre Bélanger, alors dirigeant de la radio Skyrock. Il l'est toujours. L'idée de Pierre Bélanger s'inspirait du plan Amber Alert, créé au Texas en 1996, puis étendu à l'ensemble des États-Unis et allant même jusque au-delà des frontières des États-Unis au Canada. Qui décide de son activation? En France, c'est le procureur de la République, en concertation avec les enquêteurs et après consultation du ministère de la Justice, qui décide de l'activation de l'alerte enlèvement. Il se base sur 4 critères. La victime est mineure, sa vie ou son intégrité physique sont en danger, l'enlèvement est avéré et des informations permettant de retrouver l'enfant peuvent être diffusées. La réunion des 4 critères n'entraîne pas systématiquement le déclenchement du plan si la diffusion d'un message d'alerte est susceptible de créer un danger supplémentaire pour la victime ou de compromettre les investigations en cours, selon la convention signée par les partenaires du dispositif. Il y a un point sur lequel j'ai oublié de revenir en détail, dans ce montage, c'est le nombre d'enlèvements par an qui est à peu près à 50 000 en France, hein, je parle bien, et sur 50 000, on a à peu près 500 cas qui sont vraiment des disparitions inquiétantes où il ne s'agit ni de fugues, ni, de personnes qui sont parties ou qui ont été enlevées par leurs parents pour partir à l'étranger, mais bien d'enlèvements justement inexplicables, au vu de l'enquête. Donc on nous dit combien d'alertes enlèvement ont été déclenchées en France depuis 2006 par rapport à ce programme alerte enlèvement. On nous dit 22 alertes depuis 2006, donc 22 alertes enlèvement ont été déclenchées à la suite de l'enlèvement de 27 enfants. D'accord? Donc là, ce qu'on nous dit, c'est comme si, crédit CNews, hein, c'était sur le site, de Pierre Bélanger. Donc on nous dit qu'il y a eu 22 alertes enlèvement déclenchées à la suite de l'enlèvement de 27 enfants. Qui creusent un peu ces journalistes, qui fassent leur travail. Ça commence à nous énerver. 27 enlèvements, comme si depuis 2006, il y a eu 27 enlèvements. On se moque de qui? Hein? Donc l'historique, c'est en 2002 que Pierre Bélanger, fondateur et dirigeant de Skyrock, a eu connaissance de l'existence du système Amber Alert aux États-Unis et a aussitôt imaginé qu'il soit transposable en France. Au cours de ses démarches, Pierre Bélanger a rencontré Nicole Gage, alors secrétaire d'État aux droits des victimes. Le 12 juillet 2004, afin de sensibiliser sur son projet de développer Amber Alert en France, cela a permis d'organiser un voyage d'études au Canada où le système était opérationnel ainsi qu'un groupe de travail de faisabilité fin 2004.
Cependant, Nicole Gage est ensuite appelée à d'autres fonctions et ne donne pas suite au projet. Le dossier va alors être repris par Valérie Pécresse, députée à la suite d'une réunion publique le 10 octobre 2005, où Pierre Bélanger, hein, donc depuis 2002, il est à l'action sur, sur le déclenchement de ce programme en France, hein, quand même. 2002, 2004, bon, bah, c'est pas mis en place. 2005, il est encore là, hein. Et lui, il est intéressé. Il a quelque chose à gagner avec ce programme. Quoi? On essaiera de comprendre un peu après. Le dossier va alors être repris par Valérie Pécresse, députée à la suite d'une réunion publique le 10 octobre 2005, où Pierre Bélanger évoquait sa difficulté à imposer l'alerte Amber. Cette dernière organisa une rencontre le 21 octobre 2005 avec Étienne Appert, conseiller pour les affaires pénales et les victimes au cabinet du garde des Sceaux, à la suite de laquelle le dispositif fut enfin mis sur les rails, notamment grâce au travail de Raphaël Berland et de Patrick Camberou, tous deux magistrats. En termes de communication numérique, création des visuels, le projet est confié à Nolwenn Lopez, responsable de la communication externe du ministère de la Justice, et Sophie Chevalon, conseillère du ministre. Voilà la référence souhaitée. Je laisserai chercher. Enfin, le 28 février 2006, une convention visant à mettre en place un système d'alerte en cas d'enlèvement d'enfants est signée par le garde des Sceaux de l'époque, Pascal Clément. Donc on va s'intéresser à ce personnage. Pascal Clément, garde des Sceaux de 2005 à 2007. Donc Pascal Clément a été marié à Laure de Choiseul-Praslin, magistrate et conseillère d'État en service extraordinaire. Elle dirigea de mai 2005 à avril 2009 l'Agence française de l'adoption. Il est père de 4 enfants. Il faudra creuser sur ce programme de l'Agence française de l'adoption. D'accord? Continuons donc. Alerte enlèvement, voici les signataires à l'écran. Pascal Clément, donc avec sa femme qui était à la tête de 2005 à 2009 de l'Agence française d'adoption. Claude Guéant, Philippe Marland, Didier Lallemand. Didier Lallemand, c'est oui, c'est bien le préfet d'aujourd'hui. Patrick Rode, Dominique Baudis, etc. Donc j'ai pas mis la vidéo où Daniel Cohn-Bendit, Dany Leroux est interrogé dans le métro parisien pour savoir ce que sont devenus les enfants, du moins les victimes de ce personnage, de cet ignoble personnage. Mais la question était intéressante par, celui qui «l'interviewait» entre guillemets, hein, qui lui posait des questions, du moins, et qui le poursuivait au niveau du métro, hein, jusque dans les escaliers, en lui demandant si finalement il n'avait pas été mis en place, Macron, hein, et accompagné de Daniel Cohn-Bendit qui en faisait l'éloge pour lui ramener justement ce réseau pédocriminel. Et la question, en effet, peut se poser au fur et à mesure que l'on enquête sur, tous ces personnages qui sont en train de tomber actuellement, mais pas que. Donc, Claude Guéant, c'est également l'un des signataires et c'était un ancien préfet. Il devient secrétaire général de la présidence de la République française le 16 mai 2007, jour de l'investiture de Nicolas Sarkozy. Il quitte ses fonctions le 27 février 2011 pour devenir ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, fonction qu'il exerce jusqu'au 10 mai 2012. Mis en cause dans de nombreuses affaires. Il est condamné en 2017 à 2 ans de prison, dont 1 an ferme pour complicité de détournement de fonds publics et recel dans l'affaire des primes en liquidité. Il est mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale en bande organisée, faux et usage de faux, financement illégal de campagne électorale, recel de détournement de fonds publics et corruption passive. Puis, pour une association de malfaiteurs avec Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux et Thierry Gaubert en 2020 dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Je vous laisse imaginer un peu le personnage que c'est. Donc déjà, ça nous fait 2 personnages, du moins surtout ce deuxième personnage, intrigants par rapport aux signataires. Mais c'est pas fini. On continue, donc on voit également qu'il y a Dominique Baudy. Dominique Baudy, voilà ce que l'on apprend de lui donc par rapport à l'affaire Allègre. En 2003, alors qu'il est président du CSA, Dominique Baudy est mis en cause dans une affaire liée au tueur en série Patrice Allègre. Le 18 mai 2003, il révèle publiquement dans cette affaire au journal de Claire Chazal sur TF1, alors accusé de proxénétisme, de viol, de meurtre et d'actes de barbarie. Il apparaît sur le plateau très tendu, le visage perlé de sueur, déclarant être bien décidé à affronter la calomnie les yeux dans les yeux. Cette défense maladroite renforce les rumeurs dans son implication relayées par les médias. Les instigateurs de cette campagne de diffamation sont mis en examen le 11 juillet 2005, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse confirme le non-lieu général dans le volet viol et proxénétisme en bande organisée, dans lequel Baudis et d'autres personnalités sont mises en cause.
Le président du CSA est ainsi blanchi par la justice. Blanchi peut-être par des confrères qui font partie du réseau. Après être revenus sur leur déclaration, les deux ex-prostituées, Fanny et Patricia, sont reconnues coupables de dénonciation calomnieuse, respectivement condamnées à 2 et 3 ans de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Toulouse le 26 mars 2009. Carl Zéro, que vous devez certainement connaître, à l'époque présentateur sur Canal+, bénéficie d'un non-lieu en mars 2007 à la suite de sa mise en examen pour sortie illicite de correspondance, violation du secret de l'instruction et violation du secret professionnel. Après avoir lu en direct à la télévision une lettre du meurtrier Patrice Allègre confirmant l'implication de Dominique Baudis dans cette affaire. D'accord? Donc il y avait une lettre qui était du meurtrier Patrice Allègre confirmant l'implication de Dominique Baudis. Et comme Carl Zéro a mis ces faits à la vue de tous, il a été condamné. Dominique Baudis a également accusé la Dépêche du Midi. Alors en janvier 2009, il est à nouveau mis en examen pour sortie irrégulière de correspondance de prison. Dominique Baudis a également accusé la Dépêche du Midi et son directeur Jean-Michel Baylet, ainsi qu'Edoui Plenel, alors au Monde, d'avoir contribué à propager la rumeur. Sous le titre Face à la calomnie, Dominique Baudis publie en 2005 le journal qu'il a tenu pendant 18 mois de 2003 à 2004, victime de ce qu'il qualifie de longue campagne de calomnie. Dans ce livre, il accuse l'ex-gendarme Michel Roussel d'avoir orienté les témoignages des deux anciennes prostituées qu'il avait impliquées dans l'affaire Allègre. Cela vaudra à Dominique Baudis d'être condamné pour diffamation en première instance le 4 janvier 2006. Le 9 août de la même année, la Cour d'appel de Toulouse confirme la diffamation et les condamné à verser 1 000 € à Gilles Souillet. Dans ce livre, Dominique Baudis dit ne pas comprendre l'attitude de son successeur à la mairie de Toulouse, Philippe Douste-Blazy, qu'il accuse de complaisance à l'égard de la rumeur. Donc lui, d'un côté, il dit que c'est une rumeur, de l'autre, il y a des faits qui laissent supposer qu'il aurait participé à ces viols, à ce proxénétisme en bande organisée, et une justice quand même qui, par rapport aux éléments qu'elle a, va laisser Dominique Baudis en liberté et ne pas le condamner, hein, du moins dire qu'il est innocent. Ensuite, Pierre Bélanger, donc là, ça fait quand même des personnages, enfin de sacrés personnages qui ont signé justement cette alerte enlèvement. Et enfin, on a Pierre Bélanger, donc celui qui est à la tête de tout ça, hein, celui qui amène l'idée en France. Donc lui, condamnation en justice. Le 3 novembre 2008, l'AFP, l'agence France Presse, rapporte que le PDG de Skyrock est condamné à 4 ans de prison, dont 1 an ferme pour corruption de mineurs, pour avoir eu des relations sexuelles avec une mineure de 17 ans. Le 5 février 2010, la Cour d'appel de Paris allège sa condamnation à 3 ans de prison avec sursis et 50 000 € d'amende. Parce qu'il y avait eu derrière tout le soutien et pour la radio, Skyrock, et en même temps pour que le patron reste à la tête, de la part de Jack Lang, de la part de François Hollande, de la part de Rachida Dati et de bien d'autres mondes, hein, ce même paysage de la gauche. Donc on nous dit également, du côté de la partie civile, on se disait satisfait que la déclaration de culpabilité ait été confirmée. L'accusation reprochait à l'homme de radio, Pierre Bélanger, d'avoir favorisé la corruption de Laetitia, 17 ans au moment des faits, en l'initiant à diverses formes de sexualité, notamment de groupes homosexuels ou sadomasochistes, y compris avec la participation de sa sœur aînée. Je vous laisse imaginer un peu la perspective, je vous laisse imaginer un peu les pensées de ces personnages. Tous ces personnages signant, soi-disant pour le bien des enfants, l'alerte enlèvement déclenchée, encore une fois, comme on l'a vu, que 22 fois depuis 2006. Oui. Ce sont des centaines d'enfants qui disparaissent chaque année. On a également l'affaire du Coral, donc l'affaire du Coral, dite également affaire du lieu de vie ou affaire des balais bleus du Coral, qui est une affaire d'abus sexuels sur mineurs ayant éclaté en France en 1982, donc ça fait déjà de cela un bon moment. Très médiatisée à l'époque, l'affaire se signale par la mise en cause de plusieurs personnalités publiques, laquelle donne lieu à un certain soupçon de manipulation d'origine politique ou policière. Donc ils pensent que c'est une manipulation. Dans cette France, à ce moment-là, post-68, hein, quelques années après, avec la libération, finalement des pensées, des Gabriel Matzneff et des Cohn-Bendit et de toutes ces ordures, hein, de tout ce panier de merde. Donc en 1995, donc là, c'est ultérieurement à l'affaire. Je vous laisserai, si vous voulez consulter l'affaire, ceux qui disent qu'il y a une affaire, certains, par rapport à des condamnations ou des non-condamnations, disent que non, il n'y a pas d'affaire, des personnes, du moins, qui ont été mis dans cette affaire, qu'il n'y avait rien à faire, et cetera. Donc en 1995, à l'occasion du départ de François Mitterrand, le responsable de la cellule de l'Élysée, Christian Proutot,
entrepose des archives qui seront découvertes 2 ans plus tard par les services de contre-espionnage et dont certaines transmises à Proutot par Paul Baril concernant l'affaire du Coral. Des années plus tard, l'un des clichés sur lesquels certains prétendaient avoir reconnu Jean-Pierre Rosenzweig se retrouve sur un CD-ROM découvert à Zandvoort par Marcel Vervloezem dans le cadre d'une affaire qui contribue à alimenter les rumeurs sur l'existence de réseaux pédophiles. Donc des rumeurs qui finalement, au fur des années, s'annoncent être une vérité, d'accord? C'est une vérité indéniable. En janvier 2020, une fois retraité, l'avocat François Roux, qui avait défendu Claude Sigala, qui était mis en cause dans cette affaire, déclare: «Cette affaire faisait les gros titres de la presse nationale. Il y avait même eu des perquisitions pour savoir si Jack Lang était venu au choral. Mais c'était le début de la gauche au pouvoir». En ces mots, ce que je comprends, c'est que l'affaire a été étouffée. Du moins, c'est ce que je comprends. C'est mon analyse personnelle. Attention, je dis pas que c'est une vérité. C'est une analyse. Je vous remets, heu, Roger Alindre, qui accusait Jack Lang de pédophilie lors de l'interview d'été du Front national jeunesse et dans comment dirais-je? Dans l'honnêteté intellectuelle, je vous ai également mis qu'il avait été, condamné, par rapport à ses propos, condamné, pour diffamation. On reste dans l'honnêteté intellectuelle, on n'est pas là à dire que Roger Olindre est un grand personnage par rapport à son discours, mais on est aussi là pour donner les vérités, d'accord? Les tenants, les aboutissants. Donc en 1998, à l'occasion de l'une d'elles, il s'en prend violemment à Jack Lang dans son discours de clôture en l'accusant de crime pédophile. En évoquant l'affaire dite du Coral, un lieu de vie pour enfants en difficulté dont les responsables avaient été accusés de pédophilie, Olindre parle de gamins qui étaient prostitués à des gens comme Jack Lang et d'un gosse retrouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde. Que l'on m'arrête à la sortie si ce n'est pas vrai. Ça, c'était les propos de Roger Olindre. Et donc, il avait été condamné en diffamation. Ceci ne veut pas dire que la mise en cause de Jack Lang et que sa participation ne soit pas vraie, hein, mais c'est que voilà, il y a une justice derrière, il y a des magistrats, il y a des procureurs, il y a des juges, vous connaissez. Par contre, sur le plateau télévisé, on avait, à ce moment-là, on avait, quelques années, quand même beaucoup d'années plus tard, on avait, Luc Ferry qui faisait il me semble que c'est Luc Ferry, que je me trompe pas, il y avait un personnage, qui faisait un jeu de mots en disant: «C'est un mauvais jeu de langue» ou je sais plus exactement la phrase qu'il a sortie. Peut-être que vous le saurez un peu mieux que moi dans le chat, hein, vous pourrez la mettre avec la source. Et en gros, il faisait comprendre, il faisait un jeu de mots avec langue pour faire comprendre que Jack Lang était lié à cette merde, d'accord? Maintenant, je vais vous parler d'une autre affaire, celui des Balais Écarlates. Donc Les Balais Écarlates, c'est un film français réalisé par Jean-Pierre Mocky en 2004. Le film s'inspire du scandale de l'affaire des Balais Roses 1959, donc une ancienne affaire, mêlant tout un réseau pédo, avec, des politiques. Et donc son film est d'abord interdit par le ministre de la culture de l'époque, Renaud Donnedieu de Vabre, en raison de son caractère choquant, avant d'être finalement autorisé, mais sans jamais ressortir en salle. En gros, ils ont tué le film dans l'œuf. D'accord? Ils ont tué la poule dans l'œuf. Il est sorti en DVD en 2007 et en 2006, Mocky déclare avoir tourné ce mélo pour détruire les réseaux de pédophilie et il dénonce le silence autour de son film. Aucune, aucun relais dans la presse médiatique, aucun relais, quasiment dans tous ceux qui sont, critiques, de films, critiques, cinématographiques. Maintenant, je vais revenir sur le documentaire de Élise Lucet sur les réseaux pédocriminels, que vous avez certainement tous déjà dû voir et qui a été censuré sur YouTube par, l'INA. D'accord? Donc c'est un documentaire qui était sur, à l'époque France 3, donc c'est-à-dire que c'est un documentaire qui a été financé avec des fonds publics, d'accord? Des deniers publics par rapport, aux cotisations que l'on met, par rapport à la taxe de l'audiovisuel. Mais il a été censuré par l'INA. Je vous remets quelques dessins des enfants victimes. Donc ces enfants n'ont pas pu inventer, toutes ces choses. On a une période, où il y a pas encore, tous ces films, toutes ces séries qu'on pourrait voir aujourd'hui, où on pourrait dire: «Oui, non, ils ont été mis», enfin, faire exprès de faire croire qu'il y a, heu cette imagination finalement enrobée, comment dirais-je? Endoctrinée par ce qu'elle voit à la télé, par les images, par les films. Non. Non, 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 non.
et donc ces enfants vont faire des dessins. Ça laisse penser, du moins ça nous amène à ce côté, peut-être de politique, mais pas que, de penseurs, de décideurs qui se réunissent et qui font des sacrifices. Après dans ce documentaire-là, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, il y a, par rapport à une affaire justement qui est dénoncée, il y a un intervenant qui, il me semble, est psychologue ou quelque chose comme ça, faudrait revoir le documentaire, qui explique aussi qu'il y a une part de vrai et une part qui pourrait être scénarisée. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que là, on a un des enfants qui fait ses dessins, qui explique en fait ses dessins et cet enfant explique en fait qu'il y a des gens qui sont là, donc vous pouvez voir, là où c'est écrit «Jean», en fait, il y aurait des gens et puis il y aurait un rond avec des braises, des têtes d'enfants, sur des pics, d'accord? Et après elle fait des dessins, elle explique qu'il y a vraiment des têtes en fait, il y a des enfants qui ont été décapités et une fois décapités, leurs têtes sont sur des pics. Et dans cette affaire, il va y avoir quelques mis en cause, hein, qui ne seront pas condamnés, mais qui vont être entendus, dont une personne qui est liée au cinéma et qui est liée dans la mise en scène. Et en fait, il explique, la personne qui va intervenir à un moment du documentaire va expliquer qu'il se pourrait, c'est pas certain, hein, parce que, à un moment, il y a un enfant qui fait une dessin le dessin d'une main dans un bocal, d'accord? Il dit soit c'est un côté cannibale ou soit c'est un côté, hem, scénarisé un peu, d'accord? Pour tellement traumatiser la victime de leur in de leur activité pédocriminelle, qu'en fait elle ose même pas parler. Tellement elle est traumatisée et par, en même temps, l'action qui est faite contre elle, celle de la pédocriminalité et en même temps, ce qu'elle observe, c'est-à-dire toute une mise en scène qui ne serait pas forcément réelle. Vous savez, un peu comme le musée Grévin avec des statues de cire, ce genre de choses. Alors, il y a la possibilité qu'il y ait, ces sacrifices sataniques et cetera, comme on a déjà entendu parler, mais aussi cette deuxième possibilité, celle de créer un choc psychologique, d'accord? En utilisant toute une scénarisation un peu comme dans un film. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Les 2 sont possibles. C'est pour ça que je vais pas, encore une fois, je partage et en étant honnête intellectuellement. Donc là, tête dans le feu, elle explique et cetera et en fait, là, si vous regardez bien donc sur l'image centrale, ça fait partie du documentaire que vous pouvez retrouver quand même sur internet. Vous voyez que c'est marqué alors on a du mal à lire, mais on voit en colimaçon. En colimaçon. Alors, est-ce que c'est bien écrit? Je ne sais pas. On voit Jean, donc au-dessus de Jean, vous avez en colimaçon. Franc-maçon, certainement. Grotte, on ne sait pas. Il faudrait enquêter un peu plus. Maintenant, l'affaire Zandvoort. L'affaire Zandvoort, pareil, qui a explosé, grâce à Karl Zero notamment. Donc CD-ROM Zandvoort, interview de Serge Garde quand la justice laisse faire et protège. Oui, parce que, ils pourraient croire certains que c'est de la fabulation, spéculation ou je ne sais quel autre terme qu'ils pourraient utiliser. Non, non, non. Il y a des faits qui sont là. Serge Gard, journaliste et écrivain connu pour sa lutte contre la pédocriminalité, est ici invité chez Karl Zero. Il témoigne de l'inefficacité de la justice, la fermeture des dossiers, le martyre de Marcel Vervloezem, etc. J'avais pour ma part déjà visionné le reportage de 90 minutes de Canal+ sur le fichier Zandvoort, où l'on apprend que la justice française a effectivement prononcé le non-lieu pour motif qu'il n'y avait pas d'enfant français sur le CD, alors qu'on y voyait à titre d'exemple parmi les milliers de victimes. Ça m'avait fortement marqué, un bébé de 18 mois violé, puis brûlé. Je rentrerai pas plus dans le détail de cette affaire sordide. Si ça vous intéresse, je vous laisse aller regarder l'excellent documentaire de Karl Zero et vous renseigner également par quelques articles qui sont parus. Mais oui, dans ces dossiers-là, il y a des bébés torturés, violés, victimes de leur pédocriminalité, jusqu'à des enfants et des adolescents. Ensuite, l'affaire Michel Fourniret. Je reviens pas sur toutes les affaires, hein. Il y en a d'autres qui vont pas être, énumérées, évoquées aujourd'hui. Mais vous pourrez les rajouter en commentaire ou vous pourrez les rajouter avec des liens. Là, c'est, le fils de Michel Fourniret qui est passé récemment sur Balance ton poste et avec, il me semble que c'est son avocat qui s'exprime et il nous montre, cette, fiche, d'accord? En fait que son père serait peut-être, lié à un réseau et ce réseau, pour une partie du réseau, serait franc-maçon et il explique en fait que sur ce courrier, il y a le nom, d'un franc-maçon,
d'accord? Le nom du franc-maçon, on va le voir un peu mieux, c'est Paul-Louis Deschamps, d'accord? Et en fait, si vous zoomez, si vous avez la possibilité de zoomer, vous allez voir que c'est écrit «Vénérable Paul-Louis Deschamps», un peu plus loin, si ou même que vous retrouvez le passage, vous verrez, c'est écrit maçonnique, c'est écrit, frère alors attendez, heu, frères unis, inséparables, il me semble. Là, j'ai réussi, voilà. Là, on voit un peu mieux. Vous voyez bien ici, c'est écrit maçonnique, vénérable, il y a le nom, hein, c'est le nom, on le voit un peu mieux là, c'est Paul-Louis Deschamps et cetera. Ensuite, tout le monde savait, Claude Lévesque, une omerta, nom de l'art. Alors qu'une partie du milieu artistique est sidérée d'apprendre que le plasticien fait l'objet depuis 2019 d'une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle sur mineur, d'autres semblent moins surpris. Et c'est pas le seul, on a un autre personnage qui était en lien avec, l'affaire, assez médiatisée quand même de, mince, d'une personne de télé-réalité, alors comment il s'appelle? Qui faisait Jérém Star. Le Jérém Stargate, donc là, c'était différent, c'était plus avec des adolescents et en fait, dans ce dossier-là, il y avait un personnage, un immonde personnage qui était lié à la commercialisation de vidéos pédopornographiques et qui, produisait pour un événement LGBT, tout un événement avec, je ne sais quoi d'autre, et son organisation financé par la mairie de Paris, même après avoir découvert qu'il était lié à tout ça, hein. Je laisserai te retrouver, j'en avais parlé, il me semble, dans réseau pédocriminel #1 et il y aura la suite qui arrivera, un petit peu plus tard, hein. Il faut que je retravaille dessus aussi. Un sacré dossier quand même. Ensuite, il y a l'affaire Olivier Duhamel, donc plus récente, avec Le Siècle, la présidence du siècle, qui s'est retiré également à Sciences Po. On voit que, soi-disant, ces grandes têtes sont en réalité que de grandes ordures. Les gosses doivent mimer devant les parents des scènes de sexe. Chaque été, Olivier Duhamel réunissait ses amis de la sphère politique, intellectuelle ou encore médiatique sur la Côte d'Azur pour des soirées où le vin coulait à flot. Cette résidence secondaire était pour lui un instrument pour asseoir son pouvoir et entretenir ses réseaux, comme le décrivent nos confrères. Attends. Pour asseoir son pouvoir et entretenir ses réseaux. Ça vous rappelle pas que le siècle, c'est justement des puissants pareils, hein, du même monde de la sphère politique, intellectuelle, médiatique qui viennent? Quoi? Si déjà il fait profiter ses enfants, vous pensez pas qu'il y a acquisition d'autres ou action sur d'autres? Attention, hein, c'est pour l'instant de la spéculation, c'est de la théorie. Je n'accuse pas, hein, on va pas se prendre un procès pour je ne sais quoi, mais on se pose des questions. Comme le décrivent nos confrères, mais l'ambiance que le mari d'Evelyne Bizier instaurait lors de ses soirées était plus que dérangeante, comme on l'apprend aujourd'hui. Trash pour certains invités, hédoniste pour d'autres. Camille Kouchner se souvient de scènes pour le moins sordides. Certains des parents et enfants s'embrassent sur la bouche. Mon beau-père chauffe les femmes de ses copains. Les copains draguent les nounous. Les jeunes sont offerts aux femmes plus âgées, écrit-elle dans son ouvrage. Tiens, les jeunes sont offerts aux femmes plus âgées, ça ne nous rappellerait pas Macron, peut-être plus jeune, qui a été offert? Tombé sur le charme par la suite, on ne sait pas. La juriste se rappelle surtout de l'injonction à jouir qu'elle a perçue de sa mère alors qu'elle n'avait que 12 ans. Evelyne Pizier lui aurait alors lancé: «Tu comprends, j'ai fait l'amour à l'âge de 12 ans. Faire l'amour, c'est la liberté. Et toi, qu'est-ce que tu attends?» Un conseil qui a choqué Camille Kouchner et qu'elle a retranscrit aujourd'hui dans son livre. Si cette liberté incroyable que les parents accordaient aux enfants a fait de Sanary-sur-Mer un pays des merveilles pour Raphaël Enthoven et probablement d'autres, certains et surtout certaines enfants de l'époque confient avoir été mal à l'aise dans cette atmosphère ultra alcoolisée et très sexualisée, indique l'OEBS. Et ce n'est qu'un euphémisme. Dans la Familia Grande, la belle-fille d'Olivier Duhamel raconte que le soir, il arrive que les gosses doivent mimer devant les parents des scènes de sexe, des révélations glaçantes qui ne détonnent malheureusement pas avec le reste du livre. Affaire Jeffrey Epstein. Et oui, il faut pas l'oublier, cette affaire, hein, qui est étouffée depuis quelques mois, donc. Et ça va être la transition pour la prochaine affaire, d'accord, que je vais vous mettre. Affaire Jeffrey Epstein. Epstein. Selon une longue enquête du site d'investigation Mediapart, publiée le 13 août, Jean-Luc Brunel livrait en effet des jeunes femmes, souvent mineures, à Jeffrey Epstein, afin d'en faire des esclaves sexuels.
Le parquet de Paris a ouvert une enquête le 23 août dernier pour viol et agression sexuelle. Où en est-elle? Qui est mis en cause dedans? Quelles sont les avancées? Plus de médias n'en parlent. Obtenir des douzaines de filles mineures. Entre au moins 2002 et 2005, Jeffrey Epstein a sexuellement exploité et abusé des dizaines de jeunes filles mineures en les incitant à avoir des rapports sexuels avec lui en échange d'argent. Voilà une partie de l'acte d'accusation du procureur de Manhattan à l'encontre du milliardaire Jeffrey Epstein, le juillet dernier. Le 8 juillet dernier. Afin de maintenir et d'accroître son stock de victimes, Epstein en payait certaines pour qu'elles recrutent à leur tour d'autres mineurs dont il pourrait également abuser, ajoute le procureur. On sait qu'en France, il s'est fait livrer des gamines de 12 ans. L'agent de mannequin semblait avoir eu un arrangement avec les autorités américaines pour obtenir des passeports et d'autres documents de voyage pour les jeunes femmes. Il amenait ensuite ces filles, âgées de 12 à 24 ans aux États-Unis, à des fins sexuelles et les remettait à ses amis, Epstein compris, confie Virginia Roberts Diouf à Mediapart. Selon elle, Jean-Luc Brunel choisissait ses filles dans les milieux pauvres. Il leur assurait ensuite qu'elles accéderaient à des emplois de mannequinat et leur faisait miroiter la promesse de gagner de l'argent. Mais une fois arrivés à Paris, Paris, c'est la pierre angulaire de leur trafic, hein. Mais une fois arrivés à Paris, le travail de ces jeunes femmes était tout autre. Le témoin, interrogé par le média d'investigation, affirme ainsi elle-même avoir eu des relations sexuelles avec Jean-Luc Brunel entre 16 ans et 19 ans. Elle ajoute que le seul lien d'amitié entre Brunel et Epstein semblait être que Brunel pouvait obtenir des douzaines de filles mineures et nourrir le grand appétit d'Epstein pour des rapports sexuels. Et oui, là on ne parle pas seulement comme dans l'affaire Olivier Duhamel qui est médiatisée, bon heureusement qu'elle est médiatisée quand même, mais de propositions ou de mimage avec des enfants qui est déjà scandaleuse, hein. Là, on est sur un tout autre domaine, c'est-à-dire exploitation d'êtres humains, c'est-à-dire pédocriminalité en réseau et le tout organisé depuis Paris jusqu'au réseau américain avec des politiques, et cetera. Il faut pas l'oublier ça et on va pas l'oublier, on va le remettre sur la table jusqu'à ce que les enquêtes avancent et qu'on ait du concret. Elle ajoute que le seul lien d'amitié entre Brunel et Epstein donc semblait être que Brunel pouvait obtenir des douzaines de filles mineures et nourrir le grand appétit d'Epstein. Combien d'autres appétits il a nourri entre guillemets, hein, pour des rapports sexuels. Et les descriptions sont hallucinantes. Jeffrey Epstein m'a dit qu'il avait couché avec plus d'un millier de filles de Brunel, et tout ce que j'ai vu confirme cette affirmation. Un millier de filles de Brunel. Un millier, hein. Vous comprenez maintenant que le réseau de Paris qui était dénoncé, les charniers, et cetera, il y a pas eu de suite d'enquête? Combien de procureurs, magistrats? Combien et là, on les voit déjà, hein, ces procureurs, magistrats, préfets, et cetera. On voit bien que le préfet alors attendez vite fait que je retourne là, qui ont mis en place, ce alerte enlèvement là. Mince, je vous l'ai pas mis, mais là, on le voit ici, Didier Lallement, hein. Didier Lallement, je sais même pas pourquoi c'est pas dans le truc, normalement il devait y être. Didier Lallement, celui qui est préfet là, qui tire à balles, en caoutchouc sur les gilets jaunes, qui fait crever des yeux et qui est mis dans une autre affaire scandaleuse. Il faut que je la retrouve. Je vais vous retrouver ça avant la fin du live. Ça a été un des signataires, parce qu'à l'époque, il était directeur de cabinet des ministres des Transports, ministère des Transports. Aujourd'hui, on le voit cette ordure. On le voit dans le gouvernement de Macron. Toujours dans l'affaire Jeffrey Epstein et toujours avec les mêmes personnages, hein, Jean-Luc Brunel, et cetera. Les témoignages récoltés par Mediapart se suivent et se ressemblent. Tissia Ousmane, une jeune Hollandaise, raconte elle aussi que Jean-Luc Brunel l'aurait fait venir à Paris dans son appartement. Un soir, il m'a drogué avec une boisson et m'a violé, raconte-t-elle. Je me suis retrouvé dans son lit, il était sur moi. Tissia Ousmane fuit Paris, change de carrière, tente d'oublier cette histoire sordide. Mais de son séjour dans la capitale, la mannequin se rappelle des soirées chez son agent où de très jeunes filles de Russie, d'Ukraine, de Tchécoslovaquie, accompagné des hommes d'affaires plus âgés, dont un homme qui ressemblait à Epstein. Et là, donc, on commence à comprendre. On tire sur le fil. On tire sur le fil, on tire sur le fil, et on a la pelote qui commence à venir carrément. C'est plus des morceaux de fil, c'est la pelote qui vient. Et je vais vous montrer pourquoi par rapport à l'autre affaire. Donc là, on nous dit affaire Epstein. Affaire Epstein, des milliers de victimes juste par rapport à Epstein et Jean-Luc Brunel, hein. D'accord? 2 personnages, juste par rapport à 2 personnages. On ne parle pas de tout le reste, hein, de toutes ces ordures, Jack Lang et j'en passe, hein. Et on nous explique que ces très jeunes filles qui viennent par, douzaines ou plus que ça, elles viennent de Russie, d'Ukraine et de Tchécoslovaquie. D'accord? Maintenant, on va parler de l'affaire de l'ONU. Restez concentrés.
N'hésitez pas, pour partager, ces recherches, à liker et à partager autour de vous et à mettre un commentaire. Je vais vous lire après, on aura un petit débat, vers la fin. Donc je suis tombé sur l'affaire de l'ONU comment? En fait, je suis tombé, sur cette affaire par rapport à ce film que je vous conseille qui est excellent. Il s'appelle The Whistleblower. Alors je suis pas anglophone, hein, je parle pas anglais malheureusement, mais voilà, pour ceux qui parlent anglais. Le film est disponible en français, assez dur à trouver sur internet. Vous pouvez certainement vous le procurer en DVD et donc c'est, une femme très honorable, hein, que vous avez à l'écran, à droite, qui est réelle, hein, d'accord? Les 2 screens, à droite, c'est la femme qui est réelle. Je vais vous donner son nom après, ne vous inquiétez pas. Sexuel d'enfants commis par les soldats de la paix de l'ONU. Une enquête de l'Associated Press a révélé en 2017 que plus de 100 soldats de la paix des Nations unies, 100 soldats, hein, dirigeaient un réseau pédosexuel en Haïti sur une période de 10 ans et qu'aucun n'avait jamais été emprisonné. Le rapport a en outre constaté qu'au cours des 12 dernières années, il y avait eu près de 2000 allégations d'abus et d'exploitation sexuelle par les soldats de la paix et d'autres membres du personnel de l'ONU dans le monde, Organisation des Nations Unies. AP a trouvé que les abus étaient beaucoup plus importants qu'on ne le pensait initialement. Après le rapport de l'AP, l'ambassadeur américain à l'ONU, Nikki Haley, a exhorté tous les pays à tenir ces soldats de la paix de l'ONU responsables de tout abus et d'exploitation sexuelle. Dès 2004, Amnesty International a signalé que des filles mineures étaient enlevées, torturées et forcées à se prostituer au Kosovo. Le personnel des Nations Unies et de l'OTAN étant les clients à l'origine de la demande d'esclaves sexuels, le département de maintien de la paix de l'ONU à New York a reconnu à l'époque que les soldats de la paix sont désormais considérés comme faisant partie du problème de la traite plutôt que de la solution. D'accord? Initialement, ils interviennent pour sauver et finalement, ils sont en train de détruire, ils sont en train de piller, ils sont en train de torturer, faire de la traite d'êtres humains. L'affaire que, cette femme a dénoncée, c'est pas celle-ci. Vous allez la voir, je vais la présenter. L'augmentation rapide de la prostitution. Les journalistes ont été témoins d'une augmentation rapide de la prostitution au Cambodge, au Mozambique, en Bosnie et au Kosovo après l'arrivée des Nations Unies et dans le cas de ces 2 derniers, les forces de maintien de la paix de l'OTAN sont arrivées. Les cas de maltraitance au Cambodge ont provoqué une indignation généralisée après de nombreuses femmes et filles maltraitées, a également fini par contracter le VIH, SIDA et d'autres maladies qui n'étaient pas répandues parmi la population locale. Un groupe de soutien aux victimes du Kosovo a rapporté que parmi les prostituées locales, un tiers avait moins de 14 ans. Un tiers, hein. Plus de 33% avaient moins de 14 ans. Et 80% avaient au moins 18 ans. Donc 80% du reste. Amnesty y a déclaré que les victimes étaient régulièrement violées comme moyen de contrôle et de coercition et maintenues dans des conditions terribles, esclaves par leurs propriétaires, parfois conservées dans des pièces sombres incapables de sortir. En Haïti, les soldats de la paix sri-lankais voulaient des filles et des garçons aussi jeunes que 12 ans pour le sexe. On rappelle les discours sur la Thaïlande et sur son Eldorado sexuel à Mitterrand. Je n'avais alors, là, il y a un témoignage: «Je n'avais même pas de sein», a déclaré la victime numéro 1, une fille. Elle rapporte aux enquêteurs de l'ONU qu'entre 12 et 15 ans, elle a eu des relations sexuelles avec plus de 40 soldats de la paix, y compris une personne appelée commandant, qui lui avait payé 75 cents. 75 cents. Elle a déclaré qu'elle dormait dans des camions de l'ONU sur la base de l'ONU. En Haïti, 134 soldats de la paix du Sri Lanka ont exploité le réseau pédosexuel, attirant les enfants avec des bonbons et de l'argent, selon la paix. Après qu'un rapport de l'ONU ait incriminé les soldats de la paix, la plupart ont été renvoyés au Sri Lanka, mais aucun n'a purgé de peine de prison. Aucun. Pas de peine de prison. L'analyse du gouvernement canadien, et on va en venir après à l'histoire par rapport à cette femme. Le rapport interne du gouvernement canadien, daté de 2016, suggère que les Nations unies ont des lacunes flagrantes dans leur procédure de suivi et de poursuite des soldats de la paix accusés d'exploitation et d'abus sexuels, et que seule une petite fraction des cas peut être signalée. Le Toronto Star, excusez-moi, a obtenu la note qui se lit en partie. Les événements en République centrafricaine et les données issues du rapport annuel du secrétaire général 2016 indiquent un système qui manque d'efficacité, de transparence et de cohérence. La note ajoute: une partie de la réponse à ces lacunes réside dans la mise en place de structures durables à l'échelle du système, mais la nature de la gouvernance des Nations unies en fait une entreprise difficile. De plus,
Alors que nous continuons à découvrir comment les États membres eux-mêmes peuvent mieux aborder cette question de la formation préalable au déploiement, à la punition des auteurs en passant par l'assistance aux victimes, les pays doivent également être plus disposés à examiner et à combiner les lacunes internes. En 2016, un rapport de l'ONU a nommé 21 pays qui avaient 69 rapports crédibles d'incidents en 2015. Il a documenté 69 allégations rien qu'en 2015, hein. Une note d'information obtenue par le STAR a souligné des facteurs structurels uniques au sein du système des Nations Unies, compliqués les objectifs d'une plus grande transparence et application. Bien que le personnel militaire soit couvert par les codes de conduite militaire et des systèmes de justice, la police des Nations Unies et le personnel civil accusé de ES sur le terrain ne peuvent faire l'objet que de mesures disciplinaires mineures telles que le rapatriement et l'interdiction de déploiement futur, indique le document non classé. Donc en clair, ils ne sont pas condamnés rien parce qu'ils ont, comme c'est très bien décrit d'ailleurs dans ce film, étant donné qu'ils sont à l'ONU, ils disposent d'une immunité diplomatique. C'est pour ça que le titre du live de ce soir, c'est La République offre-t-elle l'immunité politique? D'accord? Comme l'ONU offre l'immunité diplomatique et que tous ceux qui font ces agressions ne peuvent être condamnés, je me pose la question si enfin justement ceux qui font partie de la République en tant que politiques ou qui sont associés par rapport à leur corporation n'ont pas cette même immunité. Magistrats, procureurs y compris. Les casques bleus français auraient ligoté des filles et les auraient forcées à devenir en bestialité. Alors, c'est la traduction, elle n'est pas forcément correcte, mais en clair, à se rapprocher de la bête avec ce qu'ils leur font faire. Pourquoi? L'ONU enquête sur plus de 90 cas d'abus sexuels commis par des soldats de la paix en République centrafricaine, y compris un incident au cours duquel un commandant militaire français a ligoté 4 filles et les a forcées à avoir des relations sexuelles avec un chien. Je vous laisse imaginer dans quel état d'esprit ils sont. Dans quel état d'esprit ils sont. C'est grand, c'est des malades, c'est des malades. C'est même pas une condamnation qu'il faut là. Là, c'est la balle. Là, c'est la balle. Des personnes comme ça, il y a pas de condamnation, on peut être dans la plus grande paix à partager, c'est la balle. C'est tout, ni plus ni moins. 1996, étude de l'ONU. Dans l'étude de l'ONU en 1996 sur l'impact des conflits armés sur les enfants, l'ancienne première dame du Mozambique, Graça Machel, a documenté, dans 6 des 12 études nationales sur l'exploitation sexuelle des enfants dans les situations de conflits armés préparées pour le présent rapport, l'arrivée du a été associée à une augmentation rapide de la prostitution des enfants. L'arrivée de l'ONU, hein, l'arrivée de l'ONU a amené à cette augmentation rapide de la prostitution des enfants. 8 ans plus tard, Gita Sahgal s'est prononcée sur le fait que la prostitution et les abus sexuels se manifestent partout où des efforts d'intervention humanitaire entre guillemets sont mis en place. Elle a observé le problème avec l'ONU et que les opérations de maintien de la paix semblent malheureusement faire la même chose que les autres militaires, mais même les gardiens doivent être gardés. Ça, c'est sa phrase. En gros, ce qu'elle explique, c'est que avant que les soldats de l'ONU viennent, il y a déjà d'autres milices qui sont sur place, qui font ce trafic ou qui participent à ces actes, pédocriminels abominables. D'accord? Et donc en fin de compte, des militaires sont envoyés sur le terrain pour chasser toute cette horreur, chasser également tous ces terroristes qui vont tuer d'autres gens à côté ou faire des sacrifices ou ce genre de choses. Mais au final, ils commettent les mêmes choses, les mêmes ignominités. D'accord? Tous ces actes ignobles, ils les commettent quand même et puis viennent faire leur trafic. S'ils peuvent s'en mettre plein les fouilles ou s'ils peuvent cacher des affaires et cetera pour prendre leurs billets, c'est pas leur problème. Ils ont plus à ce moment-là, ils ont plus la notion de ce qu'est un être vivant. Dans tous les cas, ils sont venus pour tuer des terroristes ou pour tuer, je ne sais quoi, pour maintenir une pseudo-paix, hein, d'accord? Et c'est tout à l'heure, je vous faisais un live vous parlant justement des décideurs et des suiveurs, bah, là, c'est la même chose. C'est-à-dire que les suiveurs s'engagent, certains pour faire leur acte ignoble, d'autres s'engagent pour protéger, au final se retrouvent à participer à tous ces abus. La participation dans les maisons closes. Donc là, c'est ce qui a été dénoncé dans le film par, l'officier de police, donc qui est Nebraskan, Catherine Bolkovac, d'accord? Donc c'est Catherine Bolkovac que vous voyez à l'écran à droite, heu, interprétée dans le film, The Whistleblower, West Whistleblower, qui est excellent. On voit la condition des des femmes et des mineurs qui sont esclavagisés, du moins qui sont mis, en esclavage, par leurs bourreaux, enchaînés. La police, liée à tout ça, à tous ces réseaux. Donc je vais vous lire ce qui est inscrit dessus.
Il y a eu un cas très médiatisé où des membres des forces, du maintien de la paix des Nations unies ont été accusés d'être directement impliqués dans l'achat d'esclaves sexuels pour un bordel local en Bosnie. D'accord? Donc c'est une affaire parmi tant d'autres, hein. Cette personne n'a pas pu être sur tous les fronts. L'utilisation d'agents pour l'achat et la gestion de bordels a permis à l'armée de se croire à l'abri de la question de l'esclavage sexuel et de la traite des êtres humains. Certaines troupes de l'OTAN et des entrepreneurs privés de la société DynCorp ont été liés à la prostitution forcée en Bosnie et au Kosovo, tout comme certains employés de l'ONU en République démocratique du Congo, où ils ont été accusés d'abus sexuels des filles, dont des filles qui sont mineures pour certaines. En 2010, un film, le Blower, bon, j'ai du mal avec ce mot, réalisé par, Larissa Kondraki, a été diffusé sur l'affaire basée sur l'officier de police nébrascan qui est Catherine Bolkovac, qui a servi comme gardien de la paix en Bosnie d'après-guerre et a dénoncé l'ONU pour avoir couvert le scandale sexuel. Le film mettait en vedette Rachel et cetera, Monica Bellucci, Vanessa Redgrave et bien d'autres. Bon, ça, c'est pas l'histoire de savoir qui a été mis en avant dans ce film. Ce film est très intéressant pour ceux qui veulent le regarder. Je vous remets encore une fois l'affiche, d'accord? Parce qu'il y a 2 types de films qui ont le même nom. Donc c'est celui-ci qu'il faut regarder. J'essaierai quand même de retrouver le lien avant la fin du live. Mais dans tous les cas, ça explique très bien. Ça vous met en condition de voir que police, État, politique et toute cette merde de certains qui font partie de l'OTAN sont prêts, à soit dépenser de l'argent pour participer à ces merdes-là, à cet esclavage, ou soit carrément en profiter pour se faire de l'argent. Et là, dans ces cas-là, une fois qu'on comprend ça, une fois qu'on a lu ça, on comprend un peu mieux dans l'affaire Epstein qu'on nous dise finalement que Jean-Luc Brunel, qui est un Français, du moins son nom modifié, hem, pouvait, ramener des douzaines, de filles mineures comme ça, hein, sur Paris et même plus que ça encore étant donné que, dans cette affaire, il y en a une qui dit qu'il y en aurait même des milliers carrément et elle nous dit que de très jeunes filles venaient tout simplement de Russie, d'Ukraine et de Tchécoslovaquie, accompagnées des hommes d'affaires plus âgés, dont un homme qui ressemblait à Epstein. On comprend un peu mieux, hein. Oui, parce que, là où elle est intervenue en Bosnie, c'est dans ces endroits-là, hein. La Bosnie, c'est tout ce qui est à l'est. Alors, dame Janelle me dit: «Bonsoir dame Janelle, c'est whistleblower pour ce mot». Blower, OK, merci et enfin, j'ai le dernier point, c'est les troupes en Haïti, au Soudan et en République centrafricaine. Donc on a vu déjà, ce scandale, hein, par rapport, à la Centrafrique. Que je dise pas de bêtises, oui, c'est bien ça, c'est la Centrafrique, je crois, République, centrafricaine. Les troupes de l'ONU en Haïti et au Soudan ont été accusées d'abus, excusez-moi, sexuels sur des enfants. Donc je recommence. Les troupes de l'ONU en Haïti et au Soudan ont été accusées d'abus sexuels sur des enfants. En 2004 et 2007, enfin entre 2004 et 2007, selon un rapport interne de l'ONU, plus de 100 soldats de l'ONU ont été renvoyés chez eux pour leur implication dans un réseau sexuel, mais aucun n'a été accusé. En 2015, l'ONU a commencé à divulguer davantage de chiffres sur des milliers d'allégations de relations sexuelles forcées avec des soldats de l'ONU en échange d'une aide matérielle, dont des centaines impliquant des mineurs. D'accord? Des centaines de mineurs impliqués dans ça. Et on ne parle même pas de ceux qui sont enlevés, de ceux qui sont mis dans les réseaux de prostitution, dans les réseaux d'esclavage modernes, entre guillemets, etc. En République centrafricaine, au moins 98 filles ont déclaré avoir été agressées sexuellement par des soldats de la paix internationaux. L'ONU a identifié 41 soldats du Burundi et du Gabon accusés d'abus et d'exploitation sexuelle en République centrafricaine en 2014-2015. Les troupes identifiées ont maintenant quitté le pays. Elles ont quitté le pays, mais n'ont pas été condamnées, hein. Donc voilà, vous avez à peu près là déjà une globalité de tout ce monde corrompu, de toutes ces affaires plutôt, en espérant que des têtes viennent à tomber. Parce qu'aujourd'hui, j'en vois beaucoup sur internet qui sont dans un combat noble, hein, de combattre cette pédocriminalité, mais qui vont, par exemple, se féliciter que Olivier Duhamel, sa tête soit sortie et qu'il soit tombé. Il n'est pas tombé, il est pas tombé. Certes, il a quitté le siècle, il a quitté, son école là, son truc d'énarque, alors comment ça s'appelle? Attends, je retrouve ça. Sciences Po. Mais il est pas mort, il a pas été condamné. Il est pas en prison actuellement. Il est pas en prison. Bendit, il est en prison? Il est pas en prison.
Jack Lang, il est en prison, il est pas en prison. Pierre Bélanger, il est en prison, il est pas en prison et les gens écoutent Skyrock en plus. Les gens, ils le PDG l'a accusé de c'est pire que tout, mais ils ont plus de valeur. Mais en fait, en même temps, alors je vais parler un peu pour ceux qui écoutent du rap. Ils vont écouter par exemple Freeze Corleone qui dit, «Exécutons, mon rêve, je suis dans un rêve, exécutons 10 000 pédos», mais ils vont écouter Skyrock à côté. C'est des pédos tout ça, c'est le même monde, c'est cette même merde. DJ Lallemand qui est un signataire, pour Alerte Enlèvement, se retrouve aujourd'hui, avec finalement ce gouvernement de tyrans, ce gouvernement de criminels, ce gouvernement qui devrait être jugé. Et d'ailleurs, quand on parle de Nuremberg par rapport au plus jamais ça, au code de Nuremberg, non, non, un paria. C'est même plus un Nuremberg, c'est un paria. Pourquoi paria? Parce que c'est là-bas. Ils font partie de ce réseau, ces gens-là. Punissez-les là-bas. Il va falloir les punir là-bas. C'est tout. On va faire un paria, mais ça sera pas un Nuremberg avec des fausses peines de prison ou 2-3 personnes pendues. Non, non, on n'appellera pas à pendre les gens. Non, non. On prévoira une prison spéciale où ils seront dans des trous bitumés et ils seront dans leur merde et il y aura juste de quoi, nettoyer ça au Karcher et leur envoyer leur bouffe par-dessus les grilles, les laisser crever dans leur merde. Voilà dans quoi il faut les mettre ces gens-là. Il faut faire un parisien, façon de parler, pour si on compare ça à Nuremberg, un Paris. Parce que tout part, enfin tout, une bonne partie part de Paris. C'est plus la ville des Lumières ou je ne sais quoi, du moins c'est la ville de ces illuminés. Hein, francs-maçons et j'en passe, parce qu'il n'aime pas que les francs-maçons. Et tous les francs-maçons ne sont pas pédocriminels. Ça, faut pas non plus se tromper. Tous ceux qui sont dans les corporations ne sont pas forcément tous criminels. Mais une bonne partie, soit ont étouffé les affaires, d'autres ne sont au courant de rien de tout ça, juste s'engagent par conviction, pensant qu'ils vont changer le monde correctement, que ça a été grâce à eux qu'il y a eu la fin de l'esclavage, que c'est grâce à eux qu'il y a des avancées, que c'est grâce à eux qu'il y a de la sécurité ou je ne sais quoi. Il faut pas se mentir. Mais encore une fois, il y en a beaucoup qui sont dans ces réseaux et qui savent très bien tout ça. Soit qui se taisent pour monter un petit peu plus, ou soit qui y participent, ni plus ni moins. Donc il va falloir, quand on disait plus jamais ça, parce que les expériences médicales sur des humains, c'est scandaleux. Tuer des humains dans des chambres à gaz, c'est scandaleux. Tuer des humains par expérience ou par je ne sais quoi, ou même en les mettant sur le front de guerre, c'est horrible. Mais l'exploitation, la vente d'êtres humains, comme il y a déjà eu par le passé le colonialisme, l'esclavage d'une certaine population. Mais là, ils ne sont plus juste dans l'esclavage, d'une population pour les forcer à travailler, même si j'omets pas que dans le passé, par contre, il y a aussi eu l'esclavage sexuel de bon nombre de femmes pareil, hein, parce que soi-disant, elles étaient considérées comme inférieures, qui étaient exploitées aussi. J'enlève pas ça. On n'enlève pas les faits à l'histoire. Mais aujourd'hui, tous ceux qui veulent se combattre justement contre le colonialisme, et cetera, ne font rien face à ce qui se passe aujourd'hui. Oui, parce que ça touche principalement les pays pauvres. On va pas se mentir. Ça va toucher l'Europe de l'Est. Ça va toucher l'Afrique dans sa globalité. Là sont d'abord les premières victimes. En France, il y a des réseaux, il y a des victimes. C'est des centaines par an, peut-être même plus que ça. Je parle celle des réseaux, hein. Je parle pas celle, dans les familles, d'accord? Où c'est à peu près évalué à 140 000 enfants chaque année qui sont exploités, ou tentatives d'exploitation sexuelle, d'abus sexuels, tout simplement de pédocriminalité sur ces enfants-là, sur ces êtres humains. Comme dit, Cécile Houve, je la rejoins, comme travail à ce moment-là, façon goulag, en leur rendant des petites visites histoire de, à la rigueur, comme travail. Ou servant d'expérimentation, servant de rat de laboratoire pour des avancées scientifiques, au lieu de le faire sur de pauvres victimes pareilles, africaines ou même françaises ou même américaines ou d'autres petites gens pour les cartels pharmaceutiques. Ça, c'est pareil, mais c'est un autre sujet encore. Mais voilà, j'espère en tout cas vous avoir partagé des faits concrets. Alors, je vois les messages de Rimka et cetera. Je vais pas forcément vous lire, je vois vos messages. Moi, je veux qu'il y ait des preuves sur ça. Alors, j'en ai certaines preuves, hein, par rapport, en Afrique à des rituels sacrifices d'enfants pour, soi-disant récupérer de l'énergie ou autre. Je pourrais vous mettre ces liens, notamment il y en a un qui a été diffusé sur France 24, mais au niveau européen,
au niveau américain, je veux des éléments, je veux des preuves, hein. C'est-à-dire que je veux des articles, je veux des enquêtes, je veux des choses comme ça. Je veux des témoignages, pourquoi pas, mais qui sont véridiques, hein. C'est pas des témoignages, d'un allumé, non, tu comprends? Non pas que tu sois un allumé, mais je veux des preuves. Tout ce que je vous ai, montré ce soir, adrénochrome et cetera, il y a pas de preuves pour l'instant. J'entends ce que vous dites et cetera, heu, pourquoi pas? Je peux le concevoir que ça doit exister dans le monde. Je veux des preuves, c'est tout. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit oui, que ça peut être synthétisé et que c'est moins cher à synthétiser. OK? Après, je dis pas que c'est faux. Je dis pas que c'est faux, mais il faut des preuves. Par exemple, le réseau d'Epstein, il en a fallu, du courage à ces personnes-là. Il en a fallu du temps avant qu'on ait des preuves. Mais on a des preuves. Aujourd'hui, on peut en parler concrètement, tu vois? Là, on peut avancer l'hypothèse. L'adrénochrome, c'est une hypothèse. C'est pour ça qu'il faut pas tout venir mélanger ensemble. Il faut vraiment mettre les faits, comme on le fait là, comme F-Society tout à fait fait des dossiers avec les preuves, les montre sur son site internet et sur sa chaîne YouTube, comme Marion Sigaud aussi dénonce l'histoire en France, mais pas qu'en France, de de toute cette idéologie-là, idéologie, freudienne et j'en passe. Voilà, ça c'est Carl Zero, pareil, sur des faits. Alors des fois on voudrait, accélérer un peu le combat en mettant finalement toutes les informations qui nous sont parvenues, mais certaines ne sont pas sourcées. Donc si on vient les mélanger à ce qu'on a, bah, au final, c'est inaudible. D'accord? Faut vraiment être carré. On arrive carré, le sujet il est bien posé, les sources elles sont là et au moins comme ça on peut être entendu. Et puis les gens peuvent ouvrir les yeux. Il y a déjà, il y a de l'horreur. Rajouter de l'horreur à l'horreur, laissez l'horreur telle qu'elle est pour l'instant déjà, que les gens assimilent bien ça. Et après si les autres éléments que vous dénoncez s'avèrent exacts, ils seront rajoutés, l'horreur sera rajoutée à l'horreur et ça sera tellement nauséabond à ce moment-là que je ne sais même pas si ceux qui seront là pour juger ou même si c'est un tribunal populaire ou je ne sais quoi, il y aura de la conscience pour juger correctement, si vous voyez ce que je veux dire? Ou si ça sera l'émotion qui parlera et si c'est l'émotion qui parle, c'est pas forcément positif non plus. Sigaud, tout à fait, Marion Sigaud. Le doc de Élise Lucet, Dame Janelle, on en a parlé tout à l'heure, justement, on a mis sur pause 2-3 images. Je ne suis pas rentré dans les détails. Néanmoins, ce qui a été dénoncé, c'est que c'était un réseau sur Paris, hein, ou dans ses alentours, avec des tenues, assez spéciales, hein, des tenues, qui font penser un peu, soit, maçonniques, soit, malheureusement chrétiennes. Je ne sais pas. Après, on sait très bien qu'il y a eu certains scandales dans l'église qu'on n'omet pas non plus, qu'on ne supprime pas. C'est comme ça. Il faut les condamner ces gens-là, il faut les sortir. Carl Zero a fini son financement à 133. Alors Alchimère, je sais pas si tu parles de financement ou si tu parles plutôt de sa pétition qu'il a faite, cette pétition qu'il a fait et cette pétition est maintenant montée à plus de 35 000 signataires. D'accord Laetitia, donc là c'est par rapport à l'histoire, du petit Maurice, où on n'avait plus de nouvelles pendant longtemps et la mère maintenant il me semble est enfermée. Il y a pas de souci dame Janelle, tu pourras regarder en replay si ça t'intéresse. Finance pour son film. Ah, j'étais pas au courant. Bah, écoutez, vous m'apprenez quelque chose. Alchimère, tu m'apprends quelque chose. Finance pour son film, bah, écoute, j'irai voir, hein, puis s'il faut mettre 2, 5 €, j'irai mettre 2, 5 ou 10 € maximum. Mais voilà, moi ça permettra de financer, pour dénoncer tout ça. Hem, Rimka, c'est pareil, voilà, encore une fois, on en a parlé. Si vraiment ça t'intéresse, par rapport au camp, alors CAMPS, pas camp, mais les camps, hem Fema en question, intéresse-toi, à la psychiatrie actuellement en France et les internements abusifs et les internements, sans consentement et tu comprendras qu'ils ont pas forcément besoin de mettre, de nouvelles structures en place, qui seraient des sortes de grands Fema. Non, non, c'est déjà là, en fait. J'attends la date du procès et je pense ne pas être la seule à me pointer au tribunal. Bah, écoute, force à toi Laetitia, moi ça dépendra, d'où c'est en France, pourquoi pas. Oui, pour le moment. En tout cas, j'espère que vous serez un grand nombre. Si vous avez des questions rapidement ou si vous voulez échanger, partager une information, on va rester encore, 2 à 5 minutes, histoire que ça fasse 1 heure de live à peu près, comme tout à l'heure. Et pour ceux qui n'ont pas vu le live de cet après-midi, je vous convie à aller, le checker. Ceux qui ont envie de regarder le film qui était, énuméré avant, n'hésitez pas aussi. Il dure à peu près 1 h 40.
2 heures. Enfin, on trouvait plutôt 1 heure et demie, 1 h 45, mais dans la presse en Allemagne, ils parlent de camps pour les récalcitrants. Alors, ils ont parlé d'un camp pour les récalcitrants, où ils ne pourraient pas sortir, mais en fait, ce camp-là, il s'avère que c'est, un truc spécialisé. Faudrait que je retrouve, mais c'est pas les camps FEMA comme on l'entend aux États-Unis. Aux États-Unis, ils sont existants, il y a déjà les structures, il y a tout. En France, tu pourras faire tes recherches un peu partout, tu verras, il y a pas de structure. La seule vidéo qui était sortie, qui pouvait faire penser à ça un petit peu, c'était sur Paris, il me semble Paris 18e. Mais pareil, c'est pas assez grand, c'est pas assez, mis au point, sophistiqué, non. C'est ça, c'est un véritable labyrinthe. Néanmoins, quand même, entre, les têtes du début, l'alerte enlèvement venant des États-Unis, du Texas, alerte Amber qui vient en France, qui est signée par, des personnes qui ont quand même des conflits d'intérêts qui assez étranges. Un point à creuser par rapport à l'autre, qui a sa femme qui était dans finalement les placements en France. Les a ceux qui adoptent et cetera, enfin, il y a des questions. Une balle, c'est trop. On s'en sert à déminer les terrains. En France, ce seront les hôpitaux psychiatriques. Tout à fait, Alzheimer. On est du même avis. Plus de masques en classe en Italie, signé. Fais-nous un live à te proposer à l'occasion de te contacter. Grain de sable, eh ben, écoute, avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir, tu m'enverras un message privé soit sur la chaîne, en public, comme tu veux. Je te mettrai mon mail autrement. Pour les internements, allez voir bonsoir à toi Phoenix, j'espère que tu vas bien. Pour les internements, allez voir l'histoire de Jean-Louis Cacomo. Jean-Louis Cacomo, d'accord. Camp bouclé, grille fénétrée, juste à obéir et alors coup monté de Covid. Alors on a parlé du Covid, Cécile Ouve, cet après-midi. Pareil pour, comprendre. Alors je vais vous donner une petite note d'optimisme, hein. Il y a une solution, du moins il y a des solutions, pour contrer le coronavirus. Cet après-midi, on a examiné les chiffres avec les morts qui sont de plus de 65 ans et donc pour contrer tout ça, en fait, on voit tout simplement qu'il faut faire du sport, manger correctement, avoir un bon apport, nutritif et également, donc faire des activités, faire ce genre de choses, prendre de la vitamine D, C, du zinc et en fait, ça n'empêchera pas que le virus se propage, ça n'empêchera pas qu'il y ait des cas, mais que les cas, bah, lorsqu'ils sont déclarés, déclenchés, bah, les effets suite à ce coronavirus, comme, les effets suite à une grippe, bah, seront beaucoup moins forts. Ils seront affaiblis par rapport à votre système immunitaire qui lui, au contraire, sera augmenté. Donc je vous invite à voir. Après, je détaille un peu plus, j'entre un peu plus, dans le sujet étant donné que c'était, lié à cette vidéo. C'est la première fois que je te regarde en live chez toi, je suis très impressionné, tu fais un excellent travail et c'est tellement bien présenté, félicitations. Merci dame Janelle, ça fait plaisir du soutien. D'ailleurs, j'ai répondu, à ton commentaire, par rapport, tu voulais me contacter en privé, donc je t'ai mis un mail, phenotixevolution@outlook.fr il me semble. Bip Bop, Pompelop, elle nous dit: «C'est Rancancourt, H. Epstein». Non, je vois pas trop. Salut, Ilias, bonsoir à toi. À trop rentrer dans le moule, on finit par ressembler à une tarte. Mais c'est pour ça, tu vois, tu peux penser ce que tu mets, ce que tu m'as mis comme message, il y a pas de souci. D'ailleurs, je t'ai pas, voilà, pas comme chez certains, non, tu sors de la ligne, non, censure pas. Chacun, en effet, est libre d'apporter sa pierre à l'édifice. Après, encore une fois, essaye de trouver de la documentation ou essaye de trouver des articles et voir, d'où ça a émergé, d'accord? Parce qu'il y en a beaucoup, par exemple, qui vont dire des formations, il y a des rites, il y a des sacrifices, d'accord? Alors, avec le doc d'Élise Lucet, on peut se poser des questions. Après, de là à dire que et c'est pour ça que j'ai bien soulevé ce point-là de la personne par rapport, un peu à la scénarisation, pour, les chocs traumatiques finalement, faut réfléchir, faut réfléchir, faut réfléchir. D'accord, j'irai voir ça, dame Jeannelle. Alchimeur, comme je sais que tu es un bon fainéant sur toutes tes recherches, regarde un peu les microsimas, c'est incroyable. D'accord, j'irai voir ça. Alors attends, on va noter ça. Je suis sur un autre dossier également. Alors je vais vous dire rapidement, on va profiter pour en parler un peu en cette fin de live. Je suis également sur le dossier de Cenomix.
Cénomics par rapport alors attention, hein, c'est pas des fœtus qui se trouvent, mais des lignées, d'un fœtus avorté qui était logiquement en bonne santé et de cette lignée, en fait, il y a eu d'autres lignées, donc c'est entre guillemets «des lignées dérivées de la lignée souche», d'accord? De la cellule souche de de cette, de ce fœtus qui est utilisé pour des vaccins, pour, chez Cenomics, des ajusteurs de goût et cetera. Je suis en train de travailler un peu plus loin parce qu'en fait, Donald Trump, qu'on nous a montré comme étant le grand ennemi de l'Amérique, de la liberté, heu, un danger pour le monde, bah, en fait, il a été honorable, sur plusieurs points et un des points justement qui est en lien avec tout ça, c'est, que les États-Unis, sous Donald Trump, donc c'est Donald Trump qui a mis ça en place, a coupé les fonds publics pour la recherche sur les tissus fœtaux. Parce qu'il faut savoir que, en fait, il y en a certains qui achètent et qui utilisent des tissus fœtaux acquis dans les cliniques d'avortement. Alors il y avait une enquête sur ça, notamment par rapport, au planning, familial, donc le planning Parenthood, qui vendait, les fœtus et qui en même temps faisait la promotion justement de l'avortement, donc de l'IVG, interruption volontaire de grossesse, et de l'IMG, interruption médicalement, assistée, alors IMG, interruption médicale alors attendez, IMG, interruption médicale de grossesse. J'ai eu un petit doute. Bonsoir à toi MAG. Que penses-tu de Gérard Faure? Gérard Faure, moi je le sens pas. Je suis honnête, je me suis déjà exprimé dessus, je le sens pas du tout. Alors ce personnage, a dénoncé certaines choses qui sont troublantes un peu, hein, par rapport à cette élite, encore une fois, pédocriminelle. Mais il vient rajouter d'autres éléments. Il vient rajouter, l'élément, des reptiliens et cetera. C'est mauvais ça, c'est mauvais. Je sens pas le personnage et j'ai lu, une partie de son premier livre parce qu'aujourd'hui il est, le dealer de coke, en effet, le dealer de tout Paris, hein, qui était applaudi par je ne sais combien de personnes, invitées à droite, à gauche, même j'ai vu, Revo F Society qui l'a invité. Bon, je ne sais pas si elle a lu son premier ouvrage ou pas, mais ce personnage-là, cet immonde personnage quand même, a été Hem, dans une affaire donc, dans plusieurs affaires de trafic, de stupéfiants et utilisait les cadavres d'enfants morts qu'il, en entre guillemets «éventrait», il vidait, il les remplissait de cocaïne pour faire passer sa cocaïne. D'accord? Il vidait même si c'est des cadavres, il vidait ces personnes-là, dont des enfants, pour les remplir de cocaïne et les faire passer. Voilà. Donc à partir du moment qu'on voit l'idéologie du personnage, je suis désolé, ça pose problème. S'il a des faits à dénoncer, qu'il les dénonce et qu'il ne fasse pas de business ou qu'il fasse ça en un livre. Quand, il commence à faire un livre, 2 livres et puis qu'il promet que dans le troisième livre, il va sortir encore plus de révélations et qu'au final, déjà dans les 2 premiers livres, il y a pas grand chose de nouveau qui est sorti et puis il y a aucun fait, qui est noté avec des dates ou avec des témoignages de d'autres personnes ou avec des articles qui pourraient prouver ce qu'il dit. Même si bon, il y en a certains, il y a 2-3 articles et cetera. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Ce personnage a été mis sur la scène publique au moment où ça doit éclater un peu partout, au niveau de la France et malheureusement, il est idolâtré. Alors certes, pour l'instant, il n'a pas été condamné, pour, ses propos, diffamatoires et cetera. Mais bon, on va attendre combien de temps? On va attendre qu'il ait, mis pas mal de personnes, dans des affaires et puis que, bah, en fait, on dise: «Non, c'est un allumé, qui traîne finalement ses casseroles derrière avec, tous ces trafics». Je sais pas moi, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas à lui que je donnerai la parole. Du moins, il peut s'exprimer, mais c'est pas à lui. Alors, quels sont ses intérêts de vendre un bouquin? Bah, un personnage qui a quasiment, du coup, jamais travaillé, qui s'est retrouvé des années en prison, certainement plus de réseau, cette ancienne mafia qui a complètement changé aujourd'hui, qui est plus au moins des cités et puis de certains politiques et cetera, bah, se retrouve, du coup, sans thune, d'accord? Il faut, comment dirais-je? Un capital de base pour réinvestir et se relancer dans ces business-là s'il veut se relancer dedans. Et donc, le fait d'aller avec les petites gens, alors soit il a touché un cachet pour, dénoncer, certains faits de pédocriminalité
ou pour être invité sur des plateaux. Mais ce personnage-là en question, donc Gérard Faure, hein, pour le nommer, bah, je suis désolé, par exemple, Révo, elle l'invite. La seule chose qu'il trouve à faire, c'est dire qu'il n'y a pas de réseau. Tu veux du réseau, tu as un entretien, tu peux trouver du réseau. Il n'y a pas la technique du téléphone, il n'y a pas Internet, je suis en campagne ou je ne sais quoi. Alors, il s'est déplacé chez certaines personnes. Et là, ce qui me pose question, c'est que souvent, il a été disponible pour intervenir chez des petites gens. Des personnes qui font 1000 vues, 10 000 vues, peut-être 30 000 vues, 100 000 vues. Il intervient un peu partout. C'est un opposant contrôlé, certainement, certainement, certainement. Et il pose beaucoup de questions, ce personnage. Comment ça se fait qu'il arrive à un moment, comme ça, comme par magie? Il balance quelques informations, mais ça va pas plus loin, d'accord? Il y a pas de condamnation des personnes qui sont mises en cause. Il y a pas de témoignage, il y a rien de tout ça. Il me fait penser Trefenghi lui donne la parole. Voilà, tu as très bien dit Elisabeth, Trefenghi. Alors, moi, j'ai déjà parlé avec ce personnage également qui est Trefenghi, donc une autre personne avec qui j'ai échangé, voilà, c'est qui était mis dans une affaire, bon, peut-être il a été innocenté, ça n'empêche, ça n'empêche. Il a refusé l'héritage, bref, je rentrerai pas dans les détails. En tout cas, j'ai parlé avec lui et pareil, on était en contradiction et pour moi, c'est des personnes qui ont un intérêt, c'est-à-dire que alors Trefenghi, c'est pareil, il y a son livre, même s'il compte pas trop en faire un business par rapport au prix qu'il est, mais c'est vraiment inquiéter les gens. Bon, il y a quand même des personnes faibles qui viennent leur donner de l'argent et cetera, en dehors des livres. Il y a pas de souci, Grain de sable. Merci également. Bonne soirée. Il est intriguant. Alors, si on revient sur comment? Gérard Faure. Alors, Faure a dit qu'il n'y avait pas de réseau pédocriminel sérieux. Alors, c'est pas ce que j'ai entendu de sa part, personnellement. Moi, ce que j'ai entendu de sa part, c'est justement qu'il y a des pédocriminels là, là, et cetera. D'accord, il a ressorti certains noms qu'on connaît déjà, mais rien de plus. Rien de plus. Peut-être 1 ou 2 noms, 2 affaires différentes, c'est tout. Mais sans apporter de preuves à ces éléments, comment dire? Sans apporter d'arguments. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Après, je pourrais rentrer plus dans le détail par rapport à ce personnage-là, mais quand on voit que, ça sort un livre, donc tu te dis: «Il va sortir des choses de ouf». Bon, heureusement, il assume quand même, te mettre alors là, je reparle de de Gérard Faure. Donc il assume dans son premier livre quand même avoir ouvert des gosses morts, mettre sa coke, la faire passer. Des humains morts, ouvrir les personnes et faire passer sa coke. Puis en même temps, il dénonce, quelques bails sur les pédocriminels. Ensuite, il sort un tome 2. Il voit que ça marche bien. C'est-à-dire que, la «complosphère» entre guillemets, comme on pourrait la nommer, elle carbure, elle achète, parce qu'elle est intéressée par ça. Elle veut les révélations, elle veut. Mais au final, qu'y a-t-il dedans, en plus de ce qu'il dénonce déjà dans ses vidéos, ou dans ses interventions? Pas grand-chose. Il est intervenu récemment, chez une personne, alors je sais plus quel est son nom, il faudrait que je retrouve. Pareil, intéressant et vient le moment où, il dérive. Il commence à parler, des reptiliens. Des reptiliens, oui. Donc c'est quoi? Il parle d'un troisième livre où il va sortir des révélations. Donc il va terminer son petit dossier sur, finalement les réseaux pédos, en ressortant quasiment, que des affaires connues, si ce n'est, 1 ou 2 nouveautés, mais pour l'instant, sans amener, de preuves, d'accord? Juste de la parole, c'est tout, hein, rien de plus. Et après c'est quoi? Il va nous sortir un tome 4, mais cette fois-ci ce sera différent, ce sera la série, des reptiliens. Une fois qu'il aura terminé de gratter sur ça, ce sera quoi? Ça sera, le dealer d'aujourd'hui ou l'ancien dealer ou je sais pas, je sais pas. Voilà. Après je vais pas dire plus, mais en effet, voilà, il dénonce les copinages avec les hommes de loi et parle des réseaux avec les bordels pédophiles. Oui, mais est-ce qu'il a donné des lieux? Est-ce qu'il a donné non, il parle un peu de la Belgique, mais c'est une affaire connue. C'est une affaire connue avant même qu'il en parle. En Belgique, c'était déjà dénoncé cette affaire-là et il y a comment dirais-je? Il y a des preuves. En France, pareil, l'affaire dont on a parlé tout à l'heure, hem, avec ces politiques qui étaient mis en cause. Alors attends que je te retrouve ça. C'est pareil. C'est-à-dire que c'est des affaires qui existent déjà. Il a fait tout simplement un travail de recherche, il a rajouté peut-être 2 3 nouveautés, mais rien de plus, rien de plus. Donc c'est pour ça que moi j'attendais son intervention, chez, F-Society.
Et comme par hasard, là, quand il y a une personne justement qui enquête, qui est dans la vraie enquête, avec tout un réseau, avec, toute une organisation plus précisément. Dans l'enquête, le personnage, noie le poisson, comme dirait Sam, en mode, «J'ai pas de réseau. Oh, je suis désolé». Alors moi, ce que j'ai proposé à Revive Society, alors je sais pas si elle entendra cette vidéo ou si elle a vu le commentaire que je lui ai laissé. Je lui ai dit quoi? Je lui ai dit: «Bah, à ce moment-là, comme il a joué comme ça, toi, tu prépares tes questions avec, tout ton groupe. Vous préparez vos questions oralement. Donc vous préparez un petit fichier MP3, vous lui envoyez et lui, il s'enregistre sur téléphone, donc il peut utiliser Messenger, il peut utiliser n'importe, quelle autre application et les envoyer au fur et à mesure, d'accord? Ou même il peut enregistrer l'enregistrement du téléphone, hein. Sur smartphone, aujourd'hui, vous pouvez enregistrer votre voix et envoyer les fichiers en MP3. Donc ce qui se passe, c'est ça, c'est-à-dire que le personnage, Revo et son équipe, ils lui envoient des questions et lui, il a largement sans être interrompu, il a largement le temps de rentrer dans le détail et si Revo veut aller un peu plus loin encore, elle peut donc lui envoyer une première fois les questions, lui, il répond, il renvoie les fichiers en MP3 avec les réponses, elle fait le montage et si elle veut d'autres informations ou si elle veut creuser un peu plus une question et ben, elle peut le recontacter ou par téléphone aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, ça bug par internet, bah, peut-être par le téléphone ça fonctionne. Ça bug aussi sur le téléphone, bah, je sais pas, tu te rends à la ville la plus proche, de chez toi, d'accord? Ou tu pars en vacances, je ne sais quoi, dans tel endroit et tu peux. Si tu veux vraiment faire ça, si tu veux vraiment dénoncer avec, des personnes, tu peux. Voilà. En tout cas, oui, en effet, Laetitia, respect à la Team F Society pour le travail qu'ils ont fait, les investigations et cetera. D'ailleurs, il faudra leur partager un peu également, c'est, le travail justement sur Alerte Enlèvement. Je vais essayer de faire une synthèse en écrit avec les sources pour leur envoyer qu'ils publient ça de leur côté, parce qu'il ne faut pas l'oublier et puis, Skyrock en espérant que ça les fera descendre. Cet après-midi, il y en a qui me parlaient, des citoyens qui sont organisés, des êtres humains qui sont organisés pour battre Wall Street avec, avec GameStop. À nous de faire la même. C'est-à-dire, battre les Skyrock en les faisant tomber, d'accord? Quand les gens, je refais cette petite référence, écoutent du Freeze Corleone, s'ambiancent dessus, alors certes, pour certains, ça va pas du tout être, leur mode, hein, même moi, je kiffe pas forcément tout ce qu'il fait, mais quand il dit, «Je fais un rêve, j'exécute 10 000 pédos» et derrière, ils se mettent à écouter Skyrock, non, il y a un problème. Ils sont en dissonance cognitive, ni plus ni moins. Alors, Soccer se foque, toute catégorie. Alors après voilà, tout ce qui est planète Terre et cetera, c'est de l'idéologie, c'est tout, hein, on va pas se cacher. Les médias, ils sont pas emmerdés, ils ont dit complotistes à tout va. Alors qu'ils ont oublié qu'il y a eu des complots qui sont avérés. Paperclip, MKUltra et je pourrais en citer d'autres encore, hein, jusqu'à remonter carrément dans le passé, Brutus contre César, d'accord? Pour vous dire qu'il y en a eu à travers toute l'histoire et qu'on pourra nommer tellement, hein, même jusqu'à, Judas contre le Christ et cetera. Heu, si on veut remonter encore plus loin, on le peut bien entendu. Mais par rapport à ça, aujourd'hui, oui, il y en a. Ce que nous avons dénoncé en est un. C'est-à-dire que c'est pas, heu, un «complot» entre guillemets comme certains pourraient l'entendre, c'est une sorte de conspiration. Un groupe de personnes qui participent à ces réseaux pédocriminels. Un groupe de personnes qui fait du réseautage pour passer des lois, pour modifier la société, pour gagner de l'argent et cetera. En fait, ça en est plusieurs en un ou des fois des gros, d'accord? Et donc quand ils ont utilisé le terme complotisme, donc ils ont oublié finalement, le terme complotiste, c'est que tout simplement, bon, ils ont des imposteurs intellectuels, Rudi Reichstadt, Oddo What the Fuck et cetera, qui sont payés par les deniers publics à rien faire, à foutre de la merde. Et ces gens-là, va falloir les faire tomber au bout d'un moment et les mettre face à leurs conneries tout simplement. Quand on s'amuse à mettre nouvel ordre mondial dans théorie du complot parce que soi-disant, oui, il y a cette élite, kabbalistique, du moins nous on la nomme pas comme ça, hein, cette élite plutôt économique et cetera qui amène à une transition et que ça s'avère finalement être correct et bah, ils sont toujours en train de rajouter plus et ces gens-là sont tellement dans leur idiotie qu'au lieu d'essayer de creuser les sujets de façon intelligente et de façon intellectuelle comme ils se veulent de ce domaine-là, à la place, ils vont faire de la dérision, c'est-à-dire de la moquerie, prendre un élément et venir l'ajouter à tout. C'est-à-dire la terre plate, en faire une généralité, les reptiliens, en faire une généralité. Et là, c'est pour ça que je vous dis que ce Gérard Faure, il faut pas l'intégrer à ce combat. Il faut entendre pourquoi pas ce qu'il dit, mais pas tout prendre pour argent comptant. D'accord? Pour l'instant, il dénonce des choses. Pour l'instant, il n'y a pas de condamnation, pour calomnie ou pour diffamation. Ça ne serait tardé. Attendez, attendez. Quand ce personnage arrive sur les trucs reptiliens et cetera, doucement les gens, doucement, doucement, doucement. Parce que sinon vous allez être catégorisés
d'un complot. Voilà comment ils détruisent tout. Voilà comment ils arrivent à contrôler après la grande majorité. Comment voulez-vous qu'une partie de la population qui commence à se réveiller sur ces sujets ou qui commence à entendre et se dire: «Bon, pourquoi pas? Ça existe, après tout, il y a Epstein, Olivier Duhamel, ça commence à faire beaucoup». Si dans 1 mois, 5 mois, on met par exemple une fausse accusation d'un personnage, public, que ce soit d'un film, d'une série ou de n'importe quoi et que ça s'avère que c'est de la calomnie, c'est-à-dire que c'était une fausse attaque contre lui, hein, c'était monté de toutes pièces, bah, ça va être médiatisé comme jamais et si à la suite de ça, on ajoute un Gérard Faure, qui en même temps a parlé des reptiliens et cetera, je voulais c'est le désastre, c'est le désastre, c'est fini. C'est-à-dire que pour les gens, ça sera que, des illuminés qui pensent qu'il y a des réseaux, malgré toutes les affaires qu'il y a. Donc voilà, j'amène à réfléchir et j'espère amener à la raison aussi. C'est-à-dire se poser, déjà prendre les faits qui sont établis et après pourquoi pas creuser sur les autres. SKS, Crew, en effet, j'ai écouté, quelques-uns de leurs sons, c'est propre. Mom, Chris. Très bon live, merci à toi. T'oublies pas Lang et comme Benny non, je les ai pas oubliés Cécile Ouf, tu pourras revoir, l'image, y a pas de souci. VA, valeur ajoutée, bien sûr, fort. La VA, c'est ça. Tout à l'heure, j'écoutais, un live avec une personne qui disait, et qui était très intéressante, hein. Je me suis abonné à lui, d'ailleurs, j'essaierai de voir un peu, ce qu'il produit. Je l'ai entendu chez, Réservoir Apps. Donc il était à la manif contre la pédocriminalité aujourd'hui, organisée notamment par Nadia et Fatih. Je mens plutôt Nadia, qui déclare tout ça. Et ce personnage disait quoi? Il disait, finalement, c'est qu'une question de vérité. Il parlait de la vérité, il a dit vérité absolue et c'est ça le terme, c'est la vérité absolue, en fait, qui est recherchée. Celle qui libérera tout le monde, celle qui va nous emmener finalement à cette solidarité, celle qui va nous emmener au respect, celle qui va nous emmener à changer le monde et à nous changer nous-mêmes en même temps, à revoir toute cette société. Là, aujourd'hui, certaines têtes tombent, mais le combat n'est pas terminé. Plus on sera nombreux, plus on en parlera sur des réseaux, plus on va gagner. Ils sont en train de perdre même pour justement le coronavirus qu'ils ont imposé à tout le monde, confinement et cetera, hein? Avec la division des vieux et des jeunes. Laissons mourir les vieux, faisons vivre les jeunes ou faisons, en sorte que les jeunes soient en confinement et laissons vivre les vieux. Comme si l'un ne pouvait pas aller avec l'autre, vous comprenez? Comme s'il n'y avait pas possibilité d'endiguer ces morts. Mais ces morts du coronavirus ne sont pas forcément morts que du coronavirus, c'est que suite à des complications entraînées par le corona ou des complications qui étaient antérieures aussi. D'accord? Ça, faut le comprendre. Rockstar également. Sa dernière vidéo, il était tout en noir et à l'arrière-plan tout en alors attends. Il était tout en noir et à l'arrière-plan tout en noir. À mon avis, il doit y avoir du blanc et du noir, hein, je pense. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est évident que nous dirigeons vers la vérité absolue. C'est ça. Mais son discours était très intéressant. Là, je pourrais pas vous le reprendre mot pour mot, vous redire, faut écouter. Chez Réservoir Apps, il est passé cet après-midi. Une personne qui est restée au moins une demi-heure, 45 minutes à parler sur sa chaîne, qui était habillée avec mince, les petites pas les c'est pas des casquettes, mais c'est comme à l'ancienne à moitié, je sais plus comment ça s'appelle, avec un manteau beige. Soleil vert, en effet, est très intéressant également. Bon écoutez, ça fait j'ai dépassé un petit peu, mais voilà, moi on s'est exprimé, on a pu échanger un peu. C'est évident, nous dirigeons vers la vérité absolue, tout à fait. La VA d'ailleurs, je vous reparlerai du projet de la corporation VA, notre corporation. Vous pourrez l'appeler sous un autre nom si vous, vous organisez ça de votre côté aussi. Mais dans tous les cas, voilà, ça sera les groupes d'idées, ce sera les groupes d'action et tout ça amènera à se reprendre en main, tout ça amènera à reprendre le système en main, la compréhension, mais toujours dans l'apaisement. Pas d'affolement, pas de surémotion entre guillemets qui prennent nos actions. C'est-à-dire de l'émotion, l'action directement. Non, c'est la VARR un peu, c'est-à-dire la vision, l'audition, hein. Certains ont les 2, certains ont qu'une de ces 2 capacités, d'autres ne les ont plus malheureusement ou ne les ont jamais eues. Mais dans tous les cas, voilà, c'est la vision, l'audition, la réflexion, d'accord? Suite à tout ce qu'on voit, à tout ce qu'on entend et de cette réflexion, une fois qu'on s'est posé et qu'on a toutes les sources, qu'on a toutes les bases, là on réagit. Seulement là on réagit. Voilà.
Je vous remercie, Alchimer, Rimka, Maria, Cécilouve, Dro, Phoenix et tous ceux qui sont passés par là. N'hésitez pas, partagez, likez. Bonne soirée les amis.